Alors, on va commencer, si vous le voulez bien. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à l'AGE de nous avoir demandé à l'équipe de sciences humaines de vous préparer une petite initiation, un petit atelier sur la politique, comprendre un peu le déroulement d'une élection. Puis, on va essayer de vous donner des clés tout en faisant ça de manière un peu ludique avec un caout. Puis, à partir des réponses, on va vous construire quelque chose. Dans le fond, c'est un privilège que vous allez avoir probablement pour la première fois tout le monde. Là, parmi les étudiants, qui va pouvoir voter? Tout le monde? C'est toute votre première fois? Non, okay. Pas encore, toi, tu ne peux pas voter encore. Mais tu vas être prêt. Quand ça va arriver, tu vas être prêt. Donc, c'est important de bien connaître son rôle de citoyen. C'est un devoir important, celui de participer à une élection générale. Et comme on disait tantôt avec les collègues, il y a des endroits dans le monde qui mènent des luttes terribles pour avoir droit à avoir accès à une démocratie. Ici, vous avez la chance d'en avoir une, fait qu'il faut s'en occuper. On voit quand on s'en occupe pas, des fois, il y a des dérives qui peuvent arriver, donc c'est un beau privilège. Profitez-en. Et juste vous dire, on va se faire un devoir de neutralité le plus possible. Là. On est ici pour vous donner des clés sans prendre parti. Fait que très politically correct, vous allez voir. Fait que si vous êtes prêts, on se lance. On commence avec 3 questions. On va ponctuer ça. On va faire des questions. On va revenir ensuite à des portions avec le PowerPoint, puis on va alterner comme ça. Puis à la fin, c'est vrai, il y a des super beaux prix là, qui vous attendent pour les personnes. Aviez-vous besoin que je vous présente, qu'on se présente, c'est vrai? Peut-être pour la télé? Hein, il y a une télé derrière. Hein? Vas-y. Bonjour, Patrick Fleury, enseignant en économie au CEMEC. Bonjour, Dominique Fortin, enseignant de sociologie. Puis moi, je ne me suis même pas présenté non plus. Tony Guénard, professeur d'histoire ici au CEMEC. Ceux qui ne savaient pas. Donc, Sam, tu t'es rentré dans le jeu. Parfait, on décolle ça. Sam, il est vite. Donc, on commence avec 3 petites questions d'introduction là, pour tester vos connaissances générales sur la politique. C'est quoi les 4 principaux partis fédéraux? Avec leurs acronymes. Pas facile, les acronymes. 4 partis au fédéral, hein, n'oubliez pas. Oh, vous avez fini avant. Bon. Donc, Parti libéral du Canada, Parti conservateur du Canada, Bloc québécois, qui est seulement ici au Québec, et le nouveau Parti démocratique. Il y en a d'autres partis, là, mais les principaux. Parti conservateur, Parti populaire du Canada. Mais ce sont les 4 qui vont être au débat ce soir. Ouais. Rhinocéros, Parti Rhinocéros. Quels sont les chefs du Parti libéral du Canada et du nouveau Parti démocratique? Donc, trouvez le bon duo. Bravo, bravo. On augmente... Juste à table un petit peu. Yves-François Blanchet, Bloc québécois. Pierre Poilievre, Parti conservateur du Canada. Élisabeth May, Parti vert. Parti vert. Puis Éric Duham, il est au Québec. Éric Duham, c'est au Québec, c'est un piège. Oh. Et une petite dernière pour l'introduction. C'est pas facile. Donc, le Parti libéral du Canada, donc, c'est Alexandre Reffeux, mais pour le Parti Bloc québécois, Maxime Blanchet-Jonca. Nancy Joannette, c'est Parti conservateur du Canada. Puis Salomé Salvin, le nouveau Parti démocratique. Nouveau Parti démocratique. NPD. NPD. NPD.
Puis Ouais, il y en a plein d'autres. Votre Bon, bulletin de vote, là, il va être garni cette année, là, parce qu'on change de circonscription, puis il y a plusieurs candidats qui seront sur le bulletin. Donc, vas-y, Dominique. S'ajoute à toutes ces belles personnes-là, il y a 3 indépendants. Un indépendant, c'est qui n'est pas relié à un parti. Tout le monde peut se présenter. On n'est pas obligé d'avoir un parti. C'est Raphaël Arsenault, Noémie Bureau-Civil et Tommy, non pas Guénard, mais Lefebvre. Donc, ils seront indépendants. S'ajoute à ça au Parti populaire du Canada, Tarana Javanka. Probablement que je ne le dis pas bien. Puis le Parti Rhinocéros, Lisanne Piqueur-Panthère. Donc, il y avoir 9 choix sur le bulletin, 9 possibilités. C'est bien garni. Donc, Parti Rhinocéros, ça peut paraître comique, mais c'est un parti quand même qui est là depuis de nombreuses années. Là. C'est un vieux parti politique. On n'a pas tout le temps des candidats, mais en ville, là, souvent. C'est un parti souvent qui amène des propositions, des fois un petit peu plus olé-olé. Là. Longtemps, ça a été de légaliser la marijuana. Hein. C'était comme... Moi, je pensais qu'il allait mourir après ça. Ouais. Son cheval de bataille. C'est son cheval de bataille. C'est l'option 1 du parti, mais maintenant, c'est fait. On y va avec la carte, puis après ça, on y va, c'est ça, hein? Oui, là, on ira avec... Pas tout de suite. Pas tout de suite? Non, OK, pas tout de vas-y, suite. je te laisse. Tu me diras Donc, Tommy le disait tantôt, vous êtes appelé à voter comme citoyen pour les prochaines élections, mais il y en aura d'autres aussi, à d'autres paliers. Hein. Il y a 3 paliers gouvernementaux. Comme citoyen, on peut voter pour 3 niveaux gouvernementaux. Hein, au fédéral, comme on va avoir le 28. Mais on peut voter au municipal. L'année prochaine, il va y avoir des élections municipales. Alors donc, une autre possibilité de voter. Mais cet automne, oui. Déjà l'an prochain, tu as raison, c'est pas l'an prochain. Donc le 2 novembre prochain. Oui, c'est vrai. 2 novembre prochain, donc les dates, c'est dates fixes. Et ensuite, l'automne 26, ça sera au provincial. Donc 3 niveaux, 3 paliers gouvernementaux. Puis chaque palier a des responsabilités qui lui sont particulières. Bien que, tantôt, je vais en parler, mais il y a aussi des responsabilités partagées. Donc, au fédéral, évidemment, donc, on a un premier ministre qui siège là, à la Chambre des communes là, à Ottawa. Donc, vous avez ici le Parlement du Canada. Au Québec, quand on vote en province, on a aussi un premier ministre, on vote pour des députés. Puis, au niveau municipal, c'est un maire et des conseillers. Donc, chaque palier, c'est un territoire. Canada, une province ou territoire. Au Canada, là, il est divisé en province et en territoire. Puis au niveau municipal, c'est donc des villes, villages, municipalités. Donc, on est appelé à voter à ces 3 paliers. La prochaine question porte sur les responsabilités. Chaque palier a des responsabilités. Et donc, c'est un peu de voir quel palier, si vous distinguez les paliers de responsabilité. Les responsabilités, c'est les pouvoirs qu'un palier a pour agir dans la vie. Oui, là, on va passer à la question du cas. Alors, préparez-vous au cellulaire. Full fafa. Ouais. Je pensais que c'était la mairesse d'Amqui qui gérait ça. Il y a une belle occasion. Je vous parlais il y a des ce soir, là, au débat des chefs, là, probablement vous n'entendrez pas vraiment parler de santé, d'éducation. Probablement très peu ou indirectement, si c'est le cas. Parce que au niveau fédéral, ce n'est pas des domaines de responsabilité. La santé et l'éducation est essentiellement de juridiction provinciale. Donc, c'est le pouvoir qui revient à la province, donc à notre gouvernement provincial. Mais il y a des responsabilités comme l'immigration, c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que le fédéral a un certain pouvoir là-dessus, par exemple d'émettre des passeports, de donner une citoyenneté, mais le Québec, en particulier le Québec plus que d'autres provinces, a d'autres pouvoirs, notamment il y a le pouvoir de sélectionner des immigrants au niveau économique. Il y a ce pouvoir. Donc, il y a une espèce de partage des pouvoirs. Pardon? Immigration stratifiée. Stratifiée, peut-être ça s'appelle comme ça, effectivement. Donc, c'est sur les 2 paliers. Il y a plein d'autres en environnement également. Puis, souvenez-vous aussi, durant la pandémie,
On parle de santé. Le gouvernement, c'est lui qui s'assurait d'avoir les vaccins. C'est le gouvernement fédéral qui s'occupait de ça. Mais à partir du moment, par la suite, ça allait dans les provinces. Puis c'est les provinces qui géraient la distribution au niveau provincial. Donc, il y avait un partage, même en santé, à cet égard. Puis là, on pourrait continuer sur le partage des pouvoirs. Il y en a plein comme ça. Donc, des fois, ce que ce soit quand ils vont parler, bien, ils vont parler plus des pouvoirs qu'ils ont, là, de négociation avec les États-Unis, avec les finances publiques, etc. Tantôt, on va voir d'ailleurs les sujets qui seront abordés ce soir. Tu fasses la question 5, tu d'aborder? Oui, allons-y, tout de suite, la question 5. On parle de circonscription. Dans la question 5, la circonscription, c'est des portions de territoire. Donc, tu n'as passé, non. Oui. C'est le système électoral. C'est la 5. C'est la 4. La 5, c'est la circonscription. Je ne sais pas si c'est l'inscription. On va passer à celle-là. Est-ce que vous connaissez votre système électoral? J'ai cliqué au hasard. T'as cliqué au hasard? Ça a tombé sur le banc? Oui. Donc, on va tout passer à cette question-là, mais ça, c'est notre système. C'est le système le plus simple qui existe dans le monde. Il y en a plusieurs des systèmes électoraux. Celui-là, c'est le plus simple là, qu'on peut avoir. Comment il fonctionne? C'est très simple. Vous allez arriver au bulletin de vote, vous allez voter, vous allez avoir 9 choix, vous allez cocher un choix. Donc, vous avez droit à un vote, puis c'est fini pour vous autres. Ensuite, c'est comptabilisé. Et donc, ça. Peut-être qu'il passe à l'autre tour. Donc, exemple, s'il y avait juste 3 choix, ben, si il y a 40% des électeurs ont voté pour A, ben, c'est lui qui a le plus de votes, pourcentage de votes le plus élevé qui gagne. Même s'il n'y a pas la majorité. Vous comprenez que s'il a 40, les deux autres obtiennent 60%. Donc, il y a quand même 60% de la population qui n'ont pas voté pour A, mais c'est celui qui gagne, c'est celui qui en a le plus. Et ça se finit là. Donc, cette circonscription-là, ben, c'est le député du parti X qui a. Et au final, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on comptabilise toutes les circonscriptions du Canada pour voir quel est le parti qui en obtient le plus. Quel est le parti qui obtient le plus de candidats dans l'ensemble. Et c'est comme ça qu'on... Donc, c'est pas un système qui est compliqué. Il y a des systèmes qui sont plus compliqués que ça dans d'autres pays. Donc, il faut en avoir 172 pour être majoritaire. Donc, quand vous allez suivre la soirée électorale, vous regarderez ça, les chiffres vont monter. L'objectif à atteindre pour chacun des partis, qu'on espère toujours, pour être majoritaire, c'est le chiffre magique, c'est 172. On peut essayer l'autre question, parce que je ne sais pas si c'est rendu dans l'autre question. Si c'est le nombre de circonscriptions avant de... TV, toujours en première position. Oui, c'est ça. Combien de circonscriptions dans tout le Canada? Alors là, je vous ai donné un indice en plus. Ça aurait pu mettre le nombre de... Le nombre de... Bon, 343. Sur l'écran, vous voyez comment la Chambre, c'est-à-dire comment la Chambre était distribuée là, quand ils ont décidé de démarrer les élections, de déclencher les élections. C'est comme ça que c'était représenté. Il y avait 152 députés du Parti libéral, donc c'est pour ça qu'il était au gouvernement, c'était lui le gouvernement. Mais à ce moment-là, il y avait 338 circonscriptions, 338 députés. Et donc, avec 152, on comprend qu'il n'y avait pas la majorité. La majorité, c'est pour avoir 50% plus 1. Donc, il était minoritaire dans ce contexte-là avec 152. Mais avec actuellement, ils ont refait la carte électorale, ils ont redécoupé la carte électorale, puis c'est ajouté pour l'élection présente 5 circonscriptions. Parce que, dans le fond, la population elle augmente. Donc, aux 10 ans, ils revoient un peu la démographie. Puis, s'il y a des endroits qu'il y a moins
de population, mais ça se peut qu'on perde. C'est le cas, par exemple, tu peux peut-être passer à l'autre. Ça se peut pour. C'est le cas de notre circonscription où on va voter. Celle d'avant, ouais. Aux dernières élections, il y avait 4 circonscriptions nous, on était dans Matane-Matapédia, et dans l'Est du Québec, il y avait 4 circonscriptions, mais parce que la population a diminué, et ils ont revu la carte électorale, et ils en ont enlevé une, donc on est rendu avec 3, et ils ont redessiné la circonscription dans laquelle on est. On est rendu maintenant avec Rimouski, et puis Matane n'est plus dans notre circonscription. Au Québec, on n'a pas perdu au final. On a perdu une ici, mais on en a gagné une dans l'Ouest. Donc, il y a 78 circonscriptions au Québec, quand même. Mais il s'en est ajouté 5 dans l'Ouest canadien, Colombie-Britannique, Alberta, où la population a augmenté. Donc, ils ont ajouté des circonscriptions. C'est un peu le fait qu'on est rendu à 343. Donc, ça prendra, pour avoir une majorité, un gouvernement majoritaire, il faudrait qu'il gagne 172 minimal. La ligne, c'est 172 députés pour être un gouvernement majoritaire. S'il est à 171 députés, c'est un gouvernement minoritaire. Parce qu'il n'y a pas 50% et plus 1 de l'ensemble. Ben, juste une petite parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement minoritaire? C'est quand il veut faire voter une loi, un projet, un budget ou quoi que ce soit, faut qu'il y ait une majorité de députés qui disent oui. Fait que c'est pour ça que ça amène des alliances. Puis bon, le Parti libéral, dans la dernière vague, c'est qu'il faisait beaucoup d'alliances avec le NPD. Donc le NPD, qui n'était pas au pouvoir, qui n'était pas le parti qui avait le plus de députés, il disait, ben écoute, si tu veux passer ton budget, ben moi je te demande ça, puis là ça négociait, puis il arrivait avec une entente, et là le NPD libéraux s'entendaient sur un budget, sur un projet de loi, et là quand ça passait, le monde levait la main, puis il y avait une majorité, même si le gouvernement du Parti libéral n'était pas majoritaire, il fallait qu'il fasse des ententes avec un autre parti pour être capable de passer les choses. C'est ça que ça implique, un gouvernement minoritaire. Quand il est majoritaire, ben, comme on dit, il a les deux mains sur le volant, puis à chaque fois qu'il vote, ben, sa gang est assez grande pour être capable de faire passer les choses. On dit pour une dernière question on revient un peu sur le système électoral qu'on a. Il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. La question porte sur l'inconvénient. Vous êtes bon? Juste passe la prochaine. Je vais aller rapidement là-dessus. Encore sur le tableau. Avant, on arrive. Celle-là. OK. Oui. Juste aux dernières élections en 21, juste rapidement, vous voyez que le Parti libéral avait obtenu 32,6% des voix, mais avec eu 160 sièges chez des députés, alors que le Parti conservateur a eu plus de votes que lui, mais avec 119. Donc, c'est le Parti libéral donc, qui a été le gouvernement à ce moment-là, qui était minoritaire, mais quand même qui, avec moins de votes, a eu plus de députés. Parce que ces votes étaient plus concentrés. Tu pourrais être deuxième partout, tu peux recueillir beaucoup de votes en étant deuxième partout, mais tu ne vas avoir aucun député, parce que pour être député, il faut être le premier dans la circonscription. Donc, c'est mieux d'avoir, comme le Parti québécois, lui, le Bloc québécois, lui, il est concentré au Québec. C'est mieux d'avoir une concentration, puis de gagner à des endroits, puis d'avoir des députés, que d'être moyen un peu partout, puis recueillir plein de votes. C'est mieux d'être premier de temps en temps, puis être dernier de temps en temps, pour avoir des députés, qu'être deuxième tout le temps. Ou d'être premier, des fois, ce qui vient fausser, c'est qu'ils sont premiers, mais ils sont tellement premiers, là, ils raflent 80% des votes de la circonscription. Fait que là, écoute, une victoire éclatante, que ça monte dans ton pourcentage, mais t'as juste un député pareil. Tu as beaucoup de votes, mais tu as juste un député pareil. Donc, ça peut avoir cette distorsion-là, notre mode de scrutin. On continue. Question. On rentre dans un nouveau volet, l'importance du vote chez les jeunes.
juste une personne qui l'a eu. J'ai double-cliqué sans le vouloir. Pas grave. On vient. Ça, c'est selon une enquête qui a été faite. Vous voyez, la grappe était un peu différente. Là, c'est 15-30 ans. Puis c'était 60% des jeunes qui se disaient quand même relativement quelque peu ou très intéressés par la politique. Donc c'était quand même intéressant de le voir. Mais ça ne se traduit pas nécessairement quand vient le temps de voter. Donc si on va voir le graphique ici là, que vous avez voté tantôt, comme vous voyez, je vais prendre le petit pistolet magique laser. Ça, c'est votre ligne ici. Ah. Votre ligne ici, puis vous voyez qu'en 2021, c'est quand même le groupe, les jeunes, qui a voté avec le plus faible pourcentage. Vous voyez ici les autres groupes, là, entre autres, le 60-74 ans, c'est celui qui vote le plus. L'importance du vote chez les jeunes, c'est quoi? Pourquoi on vous dit ça? C'est que vous avez un poids politique. Vous êtes un nombre quand même assez représentatif de la population. Si vous n'allez pas voter, c'est le message que vous envoyez aux partis politiques, c'est que c'est pas grave. De toute façon, eux autres, c'est pas eux autres qui vont nous faire gagner les élections. Pourquoi qu'on s'attardera à des thèmes qui les touchent? Parce que j'ai pas mal plus intérêt à aller jouer dans la grappe d'électeurs, dans l'âge avec des enjeux qui les touchent eux autres. Donc, si vous autres, c'est un thème qui vous est cher, c'est l'environnement. Souvent, on dit ça, là, à tort ou à tort. C'est peut-être vrai aussi, t'as raison. Mais mettons l'environnement, c'est votre thème, mais c'est pas le thème des autres, mais c'est finalement les autres, c'est celui qui vote le plus. L'environnement risque d'occuper une faible place. Donc, vous avez un poids, vous avez un pouvoir, c'est important d'aller voter. Donc, gardez ça en tête. Si vous voulez que vos enjeux soient une préoccupation des partis politiques, jouez votre rôle de citoyen. Faites monter ce pourcentage-là un petit peu plus que ça. Vous allez voir, ils vont finir par s'intéresser un petit peu plus à vos intérêts. Ensuite, là, j'ai fait la 9. On va faire tout de suite la 10. TV toujours en première position. Et mes scores forts. C'est facile. Donc, c'était faux. Un fort taux d'abstention des jeunes est un message fort pour les participants avant qu'ils s'intéressent aux enjeux les touchants. C'est sûr, l'abstention, ça veut dire de ne pas aller voter. Il y en a qui disent « Ah, je n'irai pas voter, ça ne donne rien de toute façon. Ah, je n'irai pas voter, ça ne changera rien, ils sont tous pareils. » Si vous n'allez pas voter, c'est ça, c'est que vous envoyez un message contraire, c'est bon, finalement, eux autres, on s'occupe pas d'eux autres, ils n'allent pas voter de toute façon. Les autres, ils cherchent des gens qui vont voter, puis ils s'intéressent à ceux qui sont actifs dans un bureau de vote. C'est que, encore une fois, je répète le message, allez voter. Et prenez l'habitude, puis convainquez vos amis, un peu comme René Lou fait pour les choses de sang, les dons de sang. Faites pareil pour le 28 avril, là, envoyez allons voter toute la gang ensemble. Voilà. Il n'y avait pas de questions. Ah, j'ai peut-être. Les obstacles. Donc, les obstacles perçus ou réels qui pourraient vous empêcher ou qui pourraient empêcher certaines personnes de voter. Après, il marque tout, je crois. Vite! Effectivement. C'est un bon guess. Donc, si on va voir ici, là, cette année, c'est pas si pire, ça va bien. Vous êtes chez vos parents, vous êtes sur la liste électorale au niveau de, à part quelques exceptions. Vous êtes inscrit à l'adresse civique ici dans la Matapédia. Il y a un bureau associé à votre domicile. L'année prochaine, pour la plupart, sauf quelques exceptions, vous allez être rendu ailleurs. Donc, ça pourrait être un obstacle d'aller voter. Pour plusieurs, une fois rendus aux études à l'extérieur, arrive le vote le 28 avril, je suis à l'université, je ne suis pas chez nous. Puis souvent, vous ne changerez pas nécessairement votre adresse parce que, en tout cas,
souvent les jeunes vont garder de l'adresse chez les parents. Tant que vous n'êtes pas stable dans la vie et que vous ne savez pas où vous allez vivre, c'est plus simple de garder l'adresse des parents. La poste, les affaires importantes, les papiers rentrent toutes chez vos parents, puis vous ne perdez rien. Quand on change d'appartement, des fois, à chaque année ou 2 ans, on risque de. On est tout le temps en train de faire des changements d'adresse. C'est un peu tannant. Fait que votre adresse risque de rester ici, mais sachez que dans les campus, surtout au niveau fédéral, au provincial habituellement aussi, c'est possible d'aller voter. Comme actuellement, depuis dimanche, les étudiants peuvent aller sur le campus de l'Université Laval, aller au pavillon Alphonse Desjardins, vous présenter une preuve de votre permis de conduire avec l'adresse ici à Amqui. Ils vont vous donner un bulletin de vote avec les 9 candidats. Vous allez voter pour les candidats qui ici dans la Matapédia Rimouski. Et ils vont mettre ça dans une enveloppe scellée et tout ça. Puis ils vont envoyer ça dans la circonscription pour que le soir du vote, ça soit dépouillé. Fait que c'est possible, c'est facile, c'est simple. Donc, c'est un obstacle, enlevez-vous là, de la tête. Si vous étiez dans un endroit où vous n'étiez pas sur un campus, il existe des bureaux d'Élections Canada en ville. À Québec, vous pouvez aller là jusqu'au 22 avril, vous présenter dans le bureau d'Élections Canada. Encore le même principe, ils vont vous donner le bulletin de vote de votre circonscription avec une preuve de résidence. Puis, vous allez pouvoir voter, ils vont cacheter ça et ils vont faire acheminer ça ici. Donc, on enlève les obstacles, continuez de voter même quand vous serez aux études, c'est important. Ensuite, on arrive au prochain thème. Donc, présentation des plateformes politiques. Chacun des partis va écrire ce qu'on appelle une plateforme. Donc, moi, tel parti, je vous promets qu'on va faire ci, en environnement, on va faire ça. Donc, mais c'est une job, ça serait parfait, mais c'est quand même une bonne job de tout lire une plateforme d'un parti. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut être un peu plus efficace, puis ainsi de suite, surtout que vous commencez. Quand on commence à avoir notre âge, on sait un peu ce qu'on veut, on a un peu plus d'expérience des partis, ce qu'ils proposent au fil du temps, puis ainsi de suite. Mais une des belles choses que vous pouvez faire, c'est d'aller faire la boussole électorale sur le site de Radio-Canada. Ça, c'est la première chose. Puis l'avantage de la boussole, c'est qu'ils prennent des questions ou des enjeux de certains partis, puis ils vous demandent, es-tu beaucoup en accord avec ça, moyennement en accord, puis ainsi de suite. Puis après toutes les questions, ils vous disent, bon, ben regarde, toi, avec ce que tu as répondu, tu es proche de tel parti. Fait que là, au moins, on commence à cibler les affaires, à dire, bon, ben, moi, je suis plus proche, j'ai des atomes crochus plus dans ce coin-là, de ces partis-là. Donc, ça vous donne un point de vue. Le deuxième, qui est toujours sur le site de Radio-Canada, il y en a d'autres, mais moi je trouve que c'est deux pas pires, c'est de comparer les plateformes. Okay? On compare les plateformes, vous avez des enjeux, les affaires étrangères, la défense, l'environnement, le coût de la vie, l'économie, puis ainsi de suite. Puis là, sur chacun des thèmes, ils vous donnent ce que chacun des partis fait en même temps. Fait que si vous savez, avec la boussole, que vous vous trouvez proche de tel et tel parti, ben là, vous pouvez concentrer encore plus votre recherche ou de spécifier un peu plus ce que vous voulez. Alors, comme je suis un prof d'économie, j'ai comme sorti deux grands enjeux. Oui! J'ai sorti comme deux enjeux économiques qu'on risque d'entendre parler ce soir. Faites ta question là. Ouais, ma petite question, donc, c'est bien entendu une question à caractère économique. Alors, quel était le ratio dette-PIB du Canada selon la Banque mondiale en 2023? Oh, quand même, hein? Donc, 62,2 %. Pourquoi je parle de la dette? Parce que vous allez voir, c'est un enjeu. Vous allez l'entendre, le mot asseoir, la dette du Canada. Pour certains, c'est pas si pire, pour d'autres, c'est épouvantable. Donc, comme je l'enseigne dans mes cours, ben, il faut toujours regarder un peu, se comparer à d'autres. Fait que quand on regarde la dette, vous voyez ici, selon la Banque mondiale, le Canada tourne autour de 62, 63. Nos voisins du Sud, vous voyez, ils sont à presque 120 %. Le Royaume-Uni et le Japon dans des stratosphères de 220 % ou presque. Donc, on n'est pas si pire. Là, vous pourriez dire, ouais, mais Pat, tu joues un peu avec les chiffres. Je vous le dis, le Canada, c'est celui qui se porte le mieux dans le G7. C'est sûr que vous pourriez finir par trouver quelque chose, 2, 3, 4, 5 pays mieux que nous, mais je pense qu'on n'est pas si pire que ça. Donc, voici une des choses. Donc, la dette, avant de parler de la dette, il faut toujours parler d'un budget. Hein? Le Canada, le Québec, le municipal font toujours des budgets à chaque année. Quand on fait un budget, c'est des revenus, c'est des dépenses.
Et quand on a plus de dépenses que de revenus, on fait un déficit. Donc, il faut emprunter de l'argent, ça se ramasse, puis le déficit fait grossir la dette. Fait que là, il y a des enjeux. Ça fait sur 20 ans, je vous le dis, sur 20 ans, là, dans les 20 dernières années, dans les 20 derniers budgets, ça a été presque unanimement des budgets déficitaires. Fait que là, il y a comme une lumière jaune, rouge qui dit, bon ben, écoutez gang, ça serait peut-être bien pas pire de revenir à un équilibre budgétaire à un moment donné. Donnez-nous un horizon. Fait que là, vous avez des idées ici sur l'équilibre budgétaire. C'est l'instrument que je vous ai parlé tantôt. Vous avez les 6 parties, puis ils vous disent qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là, regardez le titre. Des promesses, mais aucun chiffre pour le débat. Je peux pas dire que c'est la première fois que ça arrive parce que j'ai pas recensé ça, mais habituellement, la tradition, c'est quand on arrive au premier débat, les partis ont mis des chiffres sur leurs promesses. Hein? Je coupe de ça, je coupe dans les impôts, mais je vais faire telle affaire. Puis là, c'est là que les économistes regardent ça, bon, ben, puis ils font un peu de la critique. Tel parti est un petit peu trop optimiste sur l'économie. Ah, ça, c'est pas pire, ça, c'est moins bon. Mais là, ce soir, il n'y a pas de plateforme chiffrée. Aucun parti, ce soir, va arriver avec une plateforme chiffrée pour vraiment donner des aperçus plus justes de ce qu'ils promettent. Mais encore une fois, comme je vous dis, si vous êtes plus proche de certains partis puis vous hésitez entre deux, ben vous allez voir un et l'autre. Ah, ça a plus de bon sens, ça a un petit peu moins de bon sens. Peut-être une petite parenthèse là-dessus, ça enlève beaucoup de crédibilité au débat de ce soir, dans un sens, à mon avis, là, bien personnel. Là, parce que là, on peut faire plein de promesses, mais on n'a pas de chiffre attaché à ça. On ne sait pas combien ça coûte. Fait que là, on peut se lancer dans une guerre de promesses, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est. C'est-tu réaliste de promettre ça? On le sait pas. Fait que ça enlève un petit peu là, l'aspect là, un petit peu de... Parce que s'ils promettent de faire des dépenses, d'investir dans quelque chose, ben, l'investissement plutôt l'argent quelque part. Donc souvent, si tu n'as pas ces données-là, ben, tu peux dire que ce serait un bel investissement à faire. Mais où ils vont prendre l'argent? Ou ils vont promettre des baisses d'impôts. Ils l'ont déjà fait, il y a des promesses de baisse d'impôts, mais là, il y en a un que ça coûte 10 milliards, l'autre 14 milliards, mais là, des baisses d'impôts, ça veut dire qu'ils se privent de revenus. Puis de l'autre côté, ils vous font des promesses qui vont mettre en place des mesures, mais en même temps, on se coupe des revenus. Quelque chose qui ne marche pas avec l'économiste. Oh, écoute, effectivement. Puis c'est ça, c'est de savoir, bon, ben OK, c'est le fun, la baisse d'impôts, c'est le fun à entendre, mais qu'est-ce qu'il va falloir couper? Est-ce qu'il va falloir couper dans tel domaine ou ainsi de suite, puis jusqu'à quelle proportion? Puis c'est pour ça que des fois, les gens disent « Ouais, mais j'avais pas voté pour ça, moi, la baisse d'impôts. » Ouais, mais la baisse d'impôts venait avec ça. Regarde un petit peu plus loin. Ce qu'il promettait, là. On peut aller au deuxième carotte, s'il vous plaît. Donc, deuxième thème, l'inflation. Alors, quel était le taux d'inflation annuel au pire de la crise en 2022? Au Canada, bien entendu. Donc, 6,8 %, c'est une moyenne annuelle. Le taux d'inflation en juin 2022 a monté à 8,3 %. Okay? Mais annuellement, ça a donné quelque chose du genre. Alors, encore une fois, on se compare avec d'autres pays. Donc, vous voyez, 2022, ici, c'est le pire de la crise. Donc, le Canada n'a pas été si pire que ça. Puis ça a baissé, puis on est un de ceux, par rapport après la crise, qui a ramené le taux d'inflation à des seuils plus acceptables. Soit dit en passant, comme je le dis dans mes cours, la cible de la Banque du Canada pour le taux d'inflation, c'est entre 1 et 3 % par année. Fait que vous voyez là, qu'en 2023, on n'avait pas encore atteint la cible. Là, elle est atteinte. Oui, on est à 2,6. Mais pas sur une moyenne annuelle. Là. Pas sur une moyenne annuelle, mais en février 2025, on était revenu dans la cible. Fait que là, il faudra faire la moyenne de tous les mois de 2025 pour y arriver. Alors, l'inflation, c'est quelque chose qui fait mal. Donc, le logement, c'est une autre des choses que vous risquez d'entendre. Parce que l'inflation, c'est la hausse soutenue du niveau moyen des prix, mais une des composantes de l'indice de prix à la consommation, c'est le logement. Pourquoi le logement? Parce que quand on fait un budget, le poste où ce qu'on va mettre le plus d'argent par mois, c'est notre maison, c'est notre logement. Fait que si les logements sont rares, si les maisons sont rares, ça monte le prix des maisons, ça monte le prix des logements, puis ça affecte le budget d'à peu près tout le monde. Donc, une des grosses composantes de l'inflation, c'est le logement. Alors là, encore une fois, on amène... C'est un enjeu qui
vous concerne. L'an prochain, vous allez aller aux études, vous allez avoir un logement, donc payer un loyer. Quand tu arrives et les loyers sont élevés, ben, c'est un enjeu qui touche vous-même, qui touche tout le monde. Là. Mais particulièrement les jeunes. Particulièrement les jeunes qui aux études. Là. Dans les grandes villes, là, les logements sont très distendus. Puis vous, dans 3, 4, 5 ans, 6 ans, peut-être que vous serez rendu dans votre vie à dire, ben, est-ce qu'on y va pour une maison? Est-ce qu'on investit dans un appartement dans lequel on va habiter dedans puis qu'on va louer les autres appartements? Donc, la décision que vous allez prendre aujourd'hui aura peut-être une incidence dans 4 ans selon les choses que nous aurons promis chacun des partis. Et là, on parle de construction de maisons, on parle de construction de logements, puis ainsi de suite. Donc, toutes des choses pour enlever de la pression sur le secteur du logement, de l'habitation. Et là, si ça s'amoindrit, ben, il risque d'avoir aussi des effets sur l'inflation. Chef. Donc, on va y aller pour cette section-là, sur où on va revenir sur des éléments, des éléments clés pour le show de ce soir. C'est un classique, hein? Donc, ouais, ça permet aux électeurs de se familiariser avec les enjeux électoraux. Ceux qui n'ont pas du tout fait d'exercice, comme Patrick vous a montré, sur les plateformes de Radio-Canada ou La Presse, ou il y en a quelques-unes là, qui l'offrent. Ça offre une tribune aux candidats aussi pour se faire connaître. Donc là, ben, puis là, c'est un peu... En tout cas, je reviendrai tantôt là-dessus, là, je fais pas trop de commentaires. Puis ça peut influencer les intentions de vote, bien que certaines études montrent que ceux que leur idée est déjà faite, ils ne changeront pas d'idée ce soir. C'est beaucoup les indécis. C'est pour ça que j'ai marqué en parenthèse indécis. Là. Ceux qui branlent encore, qui ne savent pas trop encore où aller voter, ils vont se faire une opinion peut-être ce soir là, avec le débat en français. Ce sera suivi le lendemain d'un débat en anglais, mais qui est moins écouté ici au Québec. Donc, mais ça reste, je dirais, quelqu'un qui n'a pas suivi encore les élections puis qui commence avec le débat. Il ne faudrait pas qu'il s'arrête à ça parce que ça reste que c'est des réponses assez... souvent, ils ont 2 minutes pour présenter leur information, donc ça reste assez superficiel dans le sens qu'ils ne vont pas dans les détails. Donc, il restera 2 semaines par la suite pour aller fouiller un peu plus dans chacun des plateformes, puis faire aller voir il va y avoir la vérification des faits. Parce que c'est super intéressant, effectivement. Après, les sites comme Radio-Canada vont prendre le temps. Il a dit ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Là, ils vont tout décortiquer, ils vont analyser les réponses. Le chef de tel parti a tué 3 personnes. La vérification des faits. Est-ce que c'est vrai? Faux. Il en a tué 4. Tu veux? OK, j'ai une autre question. Oui. Effectivement, puis ça, je vais peut-être le commenter tout de suite. Ben, vous savez, aujourd'hui, puis vous êtes même, surtout pour les jeunes, là, la multiplication des plateformes d'information. Donc, vous vous informez des fois à bien dans des endroits autres que la télévision. Donc, que ce soit sur des fois Twitch ou d'autres plateformes comme TikTok. Il y en a qui suivent leurs nouvelles, puis il y a des influenceurs qui vont probablement faire le débat live, commenter live sur TikTok, puis ça va être écouté par des milliers de jeunes. Donc, sur Instagram aussi, Twitter, des fois, même le Parti vert, c'est pas la première. Ils ont été exclus. On a-tu parlé qu'ils ont été exclus? Non, on n'a pas dit, mais le Parti vert, ce matin, ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas faire le débat ce soir. Donc, ils ont été exclus. C'est pas la première fois que ça leur arrive. Il y a une fois qu'Elisabeth May avait fait, elle, un débat parallèle sur Twitter. Un live. Fait que peut-être, je ne sais pas, ce sera leur stratégie, j'ai pas lu encore, mais ils vont sûrement pas rester les bras croisés, ils vont sûrement essayer d'aller se chercher de l'exposition. Mais il y a plein de plateformes. Quand on parle de la formule actuelle, il y a une évolution qui se passe dans les communications, donc ça, il faut en tenir compte. Puis l'autre élément peut-être que je ferais ressortir, c'est, quand c'est un... Quand il y a 2-3 partis, ça donne un temps de parole. Tantôt, Dominique, il disait, là sont 4 partis. Déjà, le temps de parole va se répartir un peu plus généreusement entre les candidats.
Mais il y a plein d'autres partis qui n'ont pas accès au débat, là. Puis c'est des partis plus mineurs qui aimeraient se faire connaître, mais avec le format télévisuel, ça ne permet pas d'avoir une quantité énorme de partis qui viennent débattre, sinon ils n'ont pas le temps de faire ça pendant 5 heures, là. Donc ça, c'est aussi une limite peut-être qu'on pourrait dire au débat télévisé. Impact des auditoires, je vous ai sorti des chiffres pour voir un peu l'évolution, là. Puis vous voyez que à la dernière élection, en 2021, au niveau des... il n'y a rien à faire avec. Au niveau des francophones, ouais, c'est cette ligne-là, le débat francophone. En 2021, il y avait le débat avec TVA, il y en avait comme 2 débats, mais au global, il y avait à peu près 4 millions quand même de francophones, mais c'est pas juste à la télé, hein. 4 millions, ça inclut ceux qui se sont informés aussi sur d'autres plateformes, là. Mais quand même 4 millions de personnes qui suivent les débats électoraux, c'est quand même important. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ces 4 millions-là, c'est des gens qui sont prêts à se laisser influencer. Pour plusieurs, ils l'écoutent parce que c'est des mordus de politique, puis qui aiment ça, puis leur idée est déjà faite. Ils veulent juste voir comment le chef qui savent pour qui ils vont voter, comment il va performer. De d'autres, que ça sera plus sensibles à être influencés. Mais vous voyez, il y a une évolution. Donc, à voir quelle direction que ça va prendre. Ensuite, juste vous mentionner les thèmes qui vont être abordés ce soir. Tantôt, Patrick en parlait, le coût de la vie. C'est peut-être un des thèmes, je pense, qui peut vous toucher le plus, là, parce que vous êtes confronté à ça. Vous ne gagnez pas des gros salaires comme étudiant. Souvent, vous êtes proche du salaire minimum. La vie, elle a augmenté. Puis, quand vous allez être à l'université, si vous êtes à Québec, en ville, en milieu urbain, les coûts sont quand même assez considérables. Donc ça, c'est un élément, je pense, à surveiller. Le climat aussi, énergie, climat. Guerre commerciale, bien là, si vous ne savez pas qu'il y a une guerre commerciale, vous dormez sous une roche là, depuis un bout de temps. Je pense que c'est un élément qui a influencé fortement la campagne actuellement. Ici, en français, souvent, il y a un thème qui revient, l'identité et la souveraineté. Donc, au Québec, vous voyez en débat en anglais, on ne l'a pas le thème. Là. Donc, mais en français, ici, c'est un thème qui va être abordé. Puis la question de l'immigration puis des affaires étrangères, on parle souvent dans l'actualité québécoise là, des passages aux frontières à Roxham, vous avez peut-être déjà entendu. On parle beaucoup de la capacité d'intégration, puis ça va être un thème cher, je pense, pour les francophones qui vont écouter le débat ce soir. C'est intéressant de voir de comparer. Parce que l'immigration, il n'est pas dans le débat en anglais pour présent. C'est un jeu qui est différent. Je vais avec, avant de vous parler de ce petit point-là. Donc, parlons ici. Ouais, tu vas à l'autre. Dans le fond, en soi, pourquoi la question a été posée, vous allez voir, on va y arriver. Qui mène dans les sondages? Ce soir-là, c'est préparé par les équipes de chacun des partis. Il y a des stratèges, il y a des spécialistes qui ont préparé les chefs au moment qu'ils vont vivre ce soir. Il y a eu des répétitions. Il y en a probablement qui ont joué le rôle de chacun des partis politiques. Ils se sont challengés chacun. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Puis ils se sont attaqués à l'intérieur de leur équipe. Celui qui s'est préparé à jouer une game défensive, c'est probablement celui qui mène dans les sondages. Actuellement, c'est le Parti libéral du Canada qui mène dans les sondages. Fait que celui qui va être la cible, attendez-vous à ça, tantôt vous allez écouter le débat, serez attentif à ça. Qui reçoit le plus d'attaques des autres partis? Évidemment, c'est lui à qui on va aller soutirer des appuis. En plus, il y a une conjonction, c'est que c'est le Parti libéral du Canada, c'est lui qui formait le gouvernement. Donc lui, il a un bilan à défendre en plus. Ce que les autres n'ont pas à faire, ils n'ont pas de bilan à défendre, ils n'étaient pas au pouvoir. Donc ça vient changer la donne. Le chef du parti sortant, stratégie offensive ou défensive, comme je vous dis, dans le cas du Parti libéral, lui, il joue la game nulle. Oui, parce qu'il y a tout à perdre. Il a tout à perdre. Fait qu'à soir, il va jouer la game nulle. Lui, il joue à la trappe. Là. En termes de hockey, là, ça va être la trappe.
Mais les autres, ils vont jouer offensif. Là. Les autres, ils ont tout à gagner. Il faut qu'il y ait de l'oxygène, il faut qu'ils aillent chercher un peu d'exposure, qu'ils marquent des points. On est quasiment dans une game de hockey avant la game de hockey du Canadien à soir. Puis là, l'affaire aussi, c'est que au Québec, dans certaines élections, le Bloc québécois était dominant au Québec. Fait que même, mettons, si c'était les libéraux, les conservateurs qui menaient, ben au Québec, c'était le Bloc. Fait que là, il y avait comme deux tirs, tu sais, ben moi au Québec, blablabla, puis on attaquait le chef du Bloc québécois, mais là, et au Québec, et partout au Canada, c'est les libéraux qui sont... fait que là, ça va être vraiment un tir groupé vers une seule personne. Ah oui, ouais. Si tu vas sur la communication, vous regarderez, là, ça aussi, il y a des gens que... Bon, c'est à vous de choisir, est-ce que vous aimez les styles de communication qui seront là, mais je trouve ça intéressant de vous mettre la carte. Si les élections avaient été en janvier, là, ça, c'était les projections qui étaient... Le Canada était bleu conservateur. C'était une vague conservatrice. On anticipait 236 députés conservateurs. Là, la petite ligne ici, c'est à partir... Quand tu dépasses la ligne, ça veut dire que t'es rendu majoritaire. T'es un parti majoritaire. Donc, si vous avez suivi le raisonnement, c'est que si on avait fait les élections en janvier, les tirs groupés auraient été vers Pierre Poilievre et le Parti conservateur. Il y a eu un changement de chef. Justin Trudeau a quitté, il y a eu un peu de brasse camarade dans le Parti libéral, il y a eu une course à la chefferie, on est arrivé avec un nouveau chef. Il est arrivé Donald Trump aussi, qui est une donne à ne pas négliger. Tout ça a amené, ça a changé des enjeux aussi. Et là, le portrait, ça c'était au 25 mars. Puis là, je vous l'ai sorti pour le 16 avril. On nage dans des... On est parti de 38 députés, de 35 députés projetés à maintenant 193. C'est historique. Ça, c'est des revirements de situation de même, là, ça s'est jamais vu. C'est vraiment fulgurant. Mais bon, on pourrait faire de longues analyses du pourquoi, du comment, là, qu'on fera pas ici ce soir. Mais ça vous donne une idée que pourquoi puis même quand tantôt Patrick disait là, au Québec, là, le Parti libéral à 45, c'est sûr que tout le monde va l'attaquer. Et Yves-François Blanchette, attendez-vous qu'il y ait des discours très, très peut-être qui va agressifs ou bien marqués, offensifs sur le candidat libéral. Parce que lui, il faut qu'il aille regagner des votes là, dans le camp du camp bloquiste. C'est intéressant, quand vous avez ça, vous porterez une attention particulière tantôt quand le débat va commencer. Et je dirais, oui, c'est historique, mais en politique, là, il reste encore quand même comme 2 semaines. Ça peut revirer. Je n'irais pas revirer bout pour bout, mais ça peut évoluer quand même là, en 12 jours, parce que en politique, il y a des 12 jours de campagne, c'est long. Là. Puis la dernière élection, c'est-tu la dernière où il y avait eu une question dans le débat en anglais qui a fait capoter la campagne un peu à l'avantage du Bloc québécois, là, capoter dans un sens, puis wow pour l'autre, mais il y avait une question qui avait été posée, puis il y a eu comme un ralliement qui s'est fait derrière le Bloc québécois parce qu'on avait posé une question en lien avec je pense que c'est sur la laïcité. Je me souviens bien, puis bon, on avait au Québec, on a crié un peu au scandale, on avait jugé que c'était une question tendancieuse, etc. Puis, vous voyez, à partir, la dame, elle pensait pas créer un onde, là, mais il y a une vague qui s'est faite à partir du débat anglais, puis ça a donné quand même des beaux résultats au Bloc québécois. On n'est jamais à l'abri d'une gaffe. Même dans le débat en français, c'est un élément qui ça va jouer, mais les journalistes ont beaucoup parlé de la capacité à s'exprimer du parti de Mark Carney en français. Il est moins vite. Donc, un débat, c'est le seul qu'il va faire en français. Est-ce que ça peut avoir un effet sur sa capacité à répondre, sur l'opinion publique? Mais c'est un élément dans la pièce qui peut avoir un effet positif comme négatif. Là, c'est mais c'est sûr qu'il n'y a pas la capacité de s'exprimer que les autres candidats ont. Quand il va sauter sa glace le lendemain dans le débat en anglais, on va avoir un tout autre homme. Oui. Comme un poisson dans l'eau. Il va être heureux de nager dans sa langue première. Le débat en anglais sera quand? Le lendemain. Genre demain matin? Non, en soirée. Et lui, il devrait être à 8h puisque les Canadiens ne jouent pas. Non, du moins, c'est comme ça.
Ouais, demain soir, probablement à CBC, là, puis même Radio-Canada, je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont tout le présenter. Là, c'est Ouais, quand même des ils moments vont traduire, il va y importants. avoir un traducteur là. Ouais. Si t'es bon en anglais, t'es mieux d'aller à CBC, parce que des fois c'est talent. Sinon, on est rendu pas mal à la conclusion. On a 2 petites questions avant de faire la conclusion. On va voir c'est les plus difficiles. On va peut-être déterminer qui gagne, qui perd. C'est une question piège. Quoi la première réponse? Ah, vous êtes bon. Ça Vous êtes peut bon. être les deux. C'est une réflexion. C'était interdit de répondre non. Vous êtes stratégique. C'est vraiment hard comme question. Elle aussi est pas facile. J'ai répondu vite. Ben là, Come on! T'as pas le droit de. C'est beau que je dire la vérité. T'aimerais Est-ce que- ça. est-ce J'ai fait un vote stratégique. Ouais, c'est ça. Fallait mettre le oui à droite. Là, c'est ça. Là, ça Ah, arrête. Ah ouais. Ah, ça c'est bon. Il y a quelqu'un qui hésite là. Ah, il y en a un qui est pas sûr. Il y en a un qui est en aide, en tout cas. C'est moi, j'ai pas 18 ans, j'aurais pas 18 ans. Ben, un vote stratégique, tu dis oui pareil. Est-ce que vous aimeriez... T'as pu dire oui, j'aimerais ça. Ben, je suis pas un politicien, je m'en pas. Arrête donc là, faire ton cynique. Oh, Kat et Ansa. C'est hop, c'est elle. C'est nous autres. Conseil d'administration. Qui ça TV? Peux-tu juste dire, ça c'était moi? Hein? Les réponses qui étaient en gras. Ouais. Les réponses étaient en gras. Genre, on pouvait voir, il y avait des lettres plus épaisses que Ben d'autres. tant mieux si tu l'as remarqué. C'était juste pour dire en avance pour les prochains, parce que j'imagine qu'il y aura d'autres élections après ça. Si vous réutilisez le même caoutchouc, ben là, c'est ça. On va enlever le gras. Ah.